Bonjour Luc Leroy, Bonjour Patrice. merci infiniment d'être avec nous pour cette intervention qui va clore notre matinée consacrée au no-code ici à l'usinerie à Chalon-sur-Saône. Luc, vous avez un parcours étonnant sur lequel on va revenir pour commencer. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes français, mais vous vivez depuis près de 20 ans maintenant en Californie, avec un parcours qui oscille entre les startups, celles que vous avez créées et dirigées, et des grands groupes dont les noms nous parlent à tous, évidemment. Votre parcours a commencé donc par des startups. Vous en avez créé trois, dont une que vous avez fini par vendre à Adobe. Racontez-nous ce début de votre parcours. Oui, bien sûr, et bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis honoré. Donc, ça fait effectivement une petite vingtaine d'années que je suis dans la Silicon Valley aujourd'hui. Nous avions démarré une société en 2002 qui s'appelait Okis, que nous avons vendue à Adobe. Nous avions inventé le PDF 3D qui permettait à l'époque de démocratiser la communication dans la PLM, donc autour de la CAO, ce qui dans les années 2000 était problématique. Et c'est ce qui m'a permis de venir aux États-Unis pour 2 ans. Et ça fait quasiment 20 ans, donc il faut penser qu'on s'y est plus avec mon épouse. Et donc Adobe, où je suis resté une dizaine d'années, plusieurs métiers, une très jolie boîte. Et au bout de 10 ans, ça a été un peu le réveil. J'avais 40 ans et je me suis dit qu'il était temps de revenir vers mes amours, les startups. Et c'est là qu'en 2015, je suis allé rejoindre des startups dans différents domaines. Euh, ouais. Cette expérience, vous la renouvelez donc auprès des startups. Et puis, à un moment, vous manquez presque de retourner chez Adobe, mais finalement, c'est un autre géant américain qui vous tend les bras. C'est Tesla, qu'on connaît tous, c'est Elon Musk. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi vous avez finalement cédé aux sirènes de ce groupe? Ouais, alors c'était une histoire assez intéressante. Donc après, donc j'ai eu la chance chez Adobe d'apprendre énormément de choses dans le monde du logiciel. Il faut se souvenir qu'en 2005, il n'y avait pas les App Stores pour déployer les applications telles que nous l'avons aujourd'hui. Donc Adobe a inventé beaucoup avec des grandes boîtes comme Microsoft et Apple, beaucoup des principes fondamentaux qu'on utilise aujourd'hui dans le logiciel. Et donc, j'ai eu la chance de gérer Acrobat et Reader pendant 5 ans. Un beau produit, 800 millions d'utilisateurs. Et lorsqu'on faisait un déploiement, on faisait toute la stack de A à Z à la main, avec des relais un peu partout dans le monde. Et de fil en aiguille, plusieurs startups. Je retournais chez Adobe après un échec de ma société de robotique. Je voulais faire un robot d'assistance essentiellement pour les personnes en danger, pour acheter quelques années d'autonomie à nos parents. En gros, ça s'appelait Autonomo. Et alors, je suis arrivé trop tard sur le marché. Et aussi, on s'est rendu compte aussi, paradoxalement, que les technologies n'étaient pas du tout prêtes, qu'il faudrait encore 4, 5 ans peut-être avant que les technos soient sur le marché. On le voit aujourd'hui avec l'IA d'ailleurs, qui commence à percer très fort depuis 2 ans. Donc effectivement, un peu avant-gardiste. Et un de mes anciens collaborateurs de chez Adobe me contacte, m'expliquant qu'il y a une position qui me correspond assez bien. C'était pour devenir le patron de l'expérience utilisateur du Creative Cloud. Donc, pour un ancien de chez Adobe, c'était un beau succès, c'était vraiment tentant. J'ai interviewé, j'ai accepté la position et je rencontre quelqu'un qui est devenu un très bon ami depuis, qui s'appelle Doug Field, qui était le numéro 3 de chez Tesla, qui me demande où j'en suis dans ma carrière et je lui explique que je retourne chez Adobe. Il me dit, mais non, tu ne peux pas retourner chez Adobe, tu y as passé déjà 10 ans. Que penserais-tu de venir éventuellement travailler chez Tesla? Et je lui dis, pourquoi pas? C'est vrai que moi, j'adore l'automobile. J'étais un early adopter Tesla parce que j'avais une des premières modèles S en 2012. Euh, donc, pourquoi pas? Donc, je lui passe mon CV. Et là, je suis très impressionné. En 36 heures, ils me font un panel complet d'interviews, sachant qu'on avait commencé un jeudi. Et le lundi, je reçois une offre pour rejoindre l'équipe du firmware véhicule, donc le logiciel embarqué dans les véhicules. Et c'était tellement tentant, j'ai été tellement impressionné aussi par leur dextérité, leur capacité à mettre en branle la machine à interview et faire une offre,
que de toute évidence, j'ai accepté de rejoindre l'équipe firmware chez Tesla. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais effectivement, vous avez été séduit quand même depuis une vingtaine d'années par cette efficacité américaine, enfin, cette façon de travailler des Américains, voilà, qui est à la fois efficace et repose sur le résultat. On est bien d'accord. C'est ça, c'est pas toujours très subtil, mais ça tourne. Et ce sont quand même les dieux de la logistique et des opérations. Alors, ce qui nous intéresse de comprendre, Luc, c'est ce qui s'est passé ensuite, qui fait que vous avez basculé de Tesla. Donc, vous allez nous raconter un peu ce qui s'est passé, mais surtout, vous avez basculé ensuite pour créer l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, Full Speed Automation, que vous avez créée en 2020. Comment vous en êtes arrivé à créer cette entreprise dont le métier est le no-code? Ouais, très bonne question. Alors, quand j'étais chez Tesla, ce qui s'est passé, l'histoire un peu surprenante, c'est que je n'avais rien à voir avec le monde des usines. J'étais entré pour aider à l'intégration de l'autopilote dans le logiciel véhicule, donc le firmware, le logiciel embarqué dans le véhicule. Euh, Sauf qu'on peut imaginer que l'autopilote, le firmware véhicule sont impliqués dans la fabrication des véhicules. Hein, c'est devenu assez commun aujourd'hui. Tesla a été très avant-gardiste dans ce concept de l'ordinateur embarqué dans la voiture qui contribue à la fabrication du véhicule. Et donc, le firmware, le logiciel embarqué, était impliqué. Donc, je me suis retrouvé en accès distanciel, effectivement, à dépatouiller, à essayer de comprendre ce qui se passait avec des modes d'erreur sur des calibrations de caméra, des signaux venant des différents ordinateurs qu'il y a dans le véhicule, où il fallait aller mettre à jour le logiciel embarqué dans le véhicule dédié à l'assemblage pour pouvoir améliorer les cycles de production. On l'a appris plus tard lorsque j'ai rejoint Tesla en février 2018. Nous avions du mal à produire 2800 véhicules par semaine. Ça faisait plus d'un an que Tesla était censé en produire 5000 par semaine. Donc la situation était relativement catastrophique. Euh, un jour, je reçois un texte de mon patron, donc Doug Field, qui me demande si je connais les automates programmables et si je connais le monde du manufacturing. Donc, automates programmables, j'avais travaillé une fois avec un PLC chez Vélo, donc les grosses imprimantes 3D, qui d'ailleurs m'avait mis un pied dans le monde Elon Musk parce que notre premier client, c'était SpaceX. Et donc, je lui dis, PLC, j'ai travaillé une fois avec un PLC, je vois à peu près comment ça marche. Manufacturing, ça fait 20 ans que je fais du logiciel pour le manufacturing. Je pense assez bien maîtriser le sujet. Il me dit, fair enough and good enough, ça le fera. Rencontre-moi demain matin, 8 heures, usine de Fremont. Et donc, je les retrouve à l'usine. Et à ma surprise, il y a Elon Musk qui est là aussi. Et je les suis pendant à peu près une heure sur la ligne de l'assemblage final du modèle 3. D'une part, je n'ai jamais entendu autant de grossièreté en une heure, parce qu'avec Ilan, ça torpillait du F et du S, hein, donc du fuck, du shit, dans tous les sens, mais de façon très constructive. Et je suis absolument étonné de voir ces deux cerveaux. Donc, ce sont quand même des types géniaux, hein, ils sont là pour une raison. Euh, Leur capacité à plonger dans des sujets très techniques, très locaux, très ponctuels, pour faire avancer le schmilblick, en gros, de station en station. Et puis, de façon très directe, presque violente. Qui es-tu, mais pourquoi tu es là, que fais-tu, d'accord, et qui est ton manager, appelle-le, je veux lui parler maintenant. Et là, il passe un savon au manager en expliquant ce qu'il faut faire. Et je me dis à tout moment, c'est moi le prochain. Il va y avoir un problème de caméra, de calibration, de quelque chose. Et c'est là qu'il y en a un qui va me sauter à la gorge en me disant, regarde, c'est ça qui nous empêche de produire, corrige-moi ça tout de suite, sinon t'es viré. C'était un peu le sentiment que j'avais. Ça n'arrive pas du tout. On arrive en fin de ligne, Ilan s'en va, et Doug me demande ce que j'en pense. Que penses-tu de la ligne? Je suis assez confus à ce moment-là parce que je viens de voir quand même un truc de dingue. Hein. C'est ce que Ilan tweetait à l'époque comme le production hell et le automation hell, donc l'enfer de l'automation. Ils avaient collé des robots partout. Il y avait une densité absolument extraordinaire. Il n'y avait aucun tampon entre les véhicules, donc pas le droit à l'erreur. Dès qu'il y avait une erreur, ça bloquait tout partout. Donc je lui dis, c'est quand même très dense. Et il me dit, ouais, on est allé un peu loin dans la densité. Maintenant, acceptes-tu le job?
Je dis, mais de quel travail parles-tu? Ça fait 1 mois et demi que je suis chez Tesla. Ah ouais, on t'a pas dit. Elon a viré le directeur de l'automation hier soir. On cherche un leader pour aider l'équipe le temps qu'on trouve le leader de remplacement. Et donc, j'avais la journée pour répondre. De toute évidence, j'ai accepté le boulot, donc le job, comme ils disent, en intérim. Et puis, ingénieur français avec un background à la fois mécanique et logiciel, j'ai apporté des perspectives différentes. Hein. Traditionnellement, les gens qui s'occupent de l'automation sont des gens de la prod, sont donc des automaticiens, des automaticiennes, des gens qui ont fait du lean, rarement des gens qui ont fait du logiciel avec un diplôme en mécanique, finalement. Et donc, j'ai dû apporter des angles d'attaque complètement différents. Ça nous a permis d'itérer très rapidement, tel qu'on le faisait chez Adobe dans les startups de logiciels, avec du A/B testing. On n'a pas peur de faire des erreurs, on avance vite, et comme ça, on converge vers des solutions durables. Et ça a été un succès. Et au bout de 3 mois, j'ai pris la direction de cette équipe qui est devenue Core Automation. Donc là, ça va nous amener à la genèse de Vitesse, avec un point de singularité, de succès qui a été la Gigafactory de Shanghai, que mon équipe et moi avons designé et mis en route, avec des concepts complètement nouveaux dans le monde de la fabrication. Avec pas de MES, il y a un MES, mais en fait, il est déconnecté. Ce sont que des microservices locaux qui sont distribués dans l'usine et qui sont autonomes. Donc là, on retrouve tout ça en edge. Donc là, on retrouve des techniques modernes de logiciels distribués, redondants, etc. Par contre, là encore, 330 ingénieurs. Donc pas du tout durable, pas du tout scalable. Tesla est un tout petit manufactureur par rapport à un Stellantis ou un Toyota ou un Ford. Et j'ai rencontré mon homologue de Toyota lors d'un voyage à Tokyo, qui m'expliquait que son équipe, le développement des standards de l'automation pour Toyota, c'était précisément 63 personnes. Il les connaît tous. Moi, j'avais plus de 330 personnes pour faire l'équivalent chez Tesla. Mais sauf que chez Tesla, on bouge beaucoup plus vite. On est capable d'itérer, on est capable de démarrer une ligne en quelques mois. Euh, Par contre, pas du tout durable. Donc, l'idée, comment peut-on démocratiser les méthodes agiles de chez Tesla pour les petites et moyennes entreprises et industries. Ça, c'était un premier challenge. Deuxième challenge, dans l'industrie, il n'y a pas de plateforme telle qu'on l'entend dans le logiciel pour l'entreprise. Lorsqu'on demande à une directrice ou un directeur de production sur quelle plateforme tourne un centre de production ou de logistique, on entend comme réponse la marque d'un automate programmable. C'est comme si je vous demandais sur quoi tourne la société pour laquelle vous travaillez et que vous me répondiez, oh, on utilise HP, UX ou SunOS. Ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, les gens sont incapables de répondre. C'est dans le cloud, c'est dans des data centers. Est-ce que les serveurs sont de Windows Server ou du Linux? On n'en sait rien et après tout, peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai des tas de services qui sont interconnectés. Et on peut venir mettre des briques no-code pour, de façon très simple, aller connecter les ressources humaines avec la finance pour avoir un prévisionnel en 3 clics, sans savoir coder. Voilà. Donc tout ça, on considère que c'est complètement acquis dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas du tout le cas dans l'industrie. Donc ça, c'était la promesse de Vitesse. D'une part, résoudre ce problème de plateforme pour qu'on puisse interconnecter les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas interconnecter les choses. Un robot industriel d'une marque n'est pas compatible avec un autre robot industriel. C'est complètement dingue, mais c'est encore la réalité. Et puis d'autre part, ne pas avoir 330 ingénieurs, mais donner le pouvoir aux gens des process, de la qualité, qu'ils puissent aller faire la programmation, aller dégrossir en no-code avec du glisser-déposer pour avoir un niveau de confiance élevé avant d'aller confier ça aux équipes d'automation qui font le déploiement. Donc ça, c'était la promesse de Vitesse. Alors, Vitesse, c'est donc la solution que propose votre startup Full Speed Automation que vous avez créé en 2020. Le siège est là-bas où vous êtes en Californie, mais le bureau de recherche et développement est en France, à Angers.
Vous en êtes où aujourd'hui? Petite parenthèse dans le développement de cette startup. Alors aujourd'hui, donc effectivement, centre de R&D basé à Angers, où nous avons une équipe fantastique. On a quelques ingénieurs aussi en Amérique du Nord, dans nos locaux dans la Silicon Valley, et puis aussi un peu partout dans le monde. Nous avons un bureau en Australie, notamment, où se trouve notre directeur des produits. Et il a fallu pendant 2 ans développer la couche logicielle. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir dans l'industrie ce que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui dans l'industrie, donc permettre du no-code, il fallait digitaliser tous ces primitives qu'on manipule, incluant la couche matérielle, l'équipement, les moteurs, les capteurs, les caméras dites intelligentes, les robots industriels, les automates programmables. Il fallait digitaliser tout ça pour que ça devienne des primitives abstraites qu'on va pouvoir manipuler en glisser-déposer. Donc ça, c'était ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi. Et depuis le printemps, nous sommes en phase de développement commercial, donc avec une traction qui décolle en parallèle aux États-Unis, puisque nous avons des clients qui adoptent Vitesse et qui commencent à scaler aujourd'hui avec Vitesse. Donc, ils commencent à déployer. On a commencé dans leur labo et maintenant on arrive sur les lignes de production, ce qui leur permet de mettre en route du matériel industriel très rapidement. Hein, on parle de minutes. Hein, on a un étalon, il y a un process qui prend 21 heures avec une plateforme d'automation traditionnelle. On prend le meilleur ingénieur sur cette plateforme. Il faut 21 heures pour démarrer la station. Et on prend un stagiaire avec Vitesse qui le fait en 2 heures. Donc, on réduit vraiment de 90% le temps de programmation. Ça permet d'itérer très, très rapidement. Et puis, avec une belle traction commerciale aussi en Europe, avec des déploiements en France, en Suisse, bientôt en Allemagne et en Italie. Et dans quelques semaines, nous allons annoncer quelque chose de très important, puisque nous sommes en train de fusionner avec une autre start-up qui faisait à peu près la même chose que nous, qui fait la même chose que nous, mais de façon très complémentaire. Et donc ça va nous permettre d'accélérer notre go-to-market, mais aussi de répondre aux besoins de nos clients de façon beaucoup plus globale. Et donc ça va nous permettre de développer le développement commercial de façon exponentielle, je pense. Alors, le no-code, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est évidemment votre credo, une solution pertinente pour l'automatisation des entreprises, y compris des PMI dans nos régions, dans notre région. En quoi le no-code change-t-il la vie de l'entreprise? Et si on voulait prendre un petit peu de recul, est-ce que vous diriez que c'est aujourd'hui une révolution, peut-être silencieuse d'ailleurs, qui est en train de se jouer dans le monde de l'industrie? Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un enjeu quasiment sociétal et c'est la raison pour laquelle on a démarré la société. Au départ, c'était pour des raisons environnementales d'abord, et puis il y a aussi un aspect sociétal qui est très important. À tout fabriquer en Chine, je crois qu'on l'a compris avec le Covid, on s'est réveillé. Il faut redévelopper une souveraineté nationale, énergétique et industrielle. Sinon, la planète va dans le mur, ça fait aucun sens. On pollue, on est au chômage, c'est un peu fou, donc on n'a pas besoin de trop en parler. Euh, donc, il y a aussi un aspect sociétal important dans les usines, qui est qu'il y a une grande pénurie aujourd'hui d'automaticiens et d'automaticiennes. Et donc, il y a une pression complètement folle. Hein. Moi, j'étais automaticien, entre guillemets, chez Tesla. J'étais le patron des automaticiens, des automaticiennes. Et j'avais le sentiment qu'on avait un pistolet sur la tempe en permanence, avec la direction des opérations, de la production, de la supply chain, la logistique, qui nous suppliait sans arrêt d'aller déployer des changements. Et donc le no-code va permettre à ces gens-là d'aller faire le gros, d'aller élaguer ce qui est nécessaire de faire avec ces changements, les tester sur leur ordinateur portable, avoir un niveau de confiance assez élevé avant d'aller dire aux automaticiens, regarde, j'ai fait le gros du boulot, je pense que ça doit marcher comme ça, on l'a bien testé, à toi de jouer, va déployer ça dans l'usine. Ce qui devait prendre des jours va prendre 1 heure ou 2 pour uniquement faire le déploiement avec des côtés, l'aspect sécurité, la sécurité de l'équipement industriel qui restera dans les mains des automaticiens, des automaticiennes,
ça c'est primordial, mais ça leur permet de se focaliser sur la forte valeur ajoutée autour du déploiement. Hein, c'est un peu comme la CAO. Moi, j'avais un grand frère dessinateur industriel hein, dans les années 90, au début des années 90, qui avait peur d'être remplacé par AutoCAD. Et très rapidement, il a compris qu'AutoCAD lui donnait des super pouvoirs. Et qu'au lieu de tirer la ligne et de la représenter de façon correcte sur sa tablette d'architecte, très vite, il pouvait se concentrer sur le design. Le no-code permet de faire la même chose, on l'a vu hein, depuis une vingtaine d'années. Le no-code va permettre de développer des process sophistiqués avec de la traçabilité et de démocratiser ce développement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire dans les industries. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, pour répondre à la deuxième question, à moins que vous vouliez réagir sur ce premier volet, non. Je vous laisse poursuivre non, sur effectivement Alors, cette révolution en cours. voilà, donc le deuxième volet, c'est la révolution. Alors, curieusement, cette révolution, elle a démarré par l'industrie dans les années 60-70 avec un langage qui s'appelle le ladder. Donc, les automaticiens vont réagir. Hein, le ladder, on aime et on déteste. C'était fait pour que des électriciens ou des automaticiens qui savaient câbler des armoires à relais, donc il y avait des capteurs, des moteurs, des relais, hein, et c'est comme ça que la logique était mise en place. Euh, les automates programmables, les PLC, ont été inventés pour aller digitaliser les boîtes à relais. Et donc, il y avait un langage simplissime avec deux ou trois primitives qu'on mettait les unes à la suite des autres qui disaient lorsque le signal arrive, ça démarre le moteur. Lorsque le signal arrive, ça arrête le moteur. On programme aussi comme ça aujourd'hui. Donc, ce qui a été une révolution dans les années 60 avec le ladder, aujourd'hui est un boulet. La densité est très faible. C'est pas puissant comme du Python ou du C++. Il n'y a pas de boucle. Il n'y a pas de conditions sophistiquées. C'est très compliqué. Donc, il est temps que ça évolue. Alors, ça a évolué vers un autre langage qui s'appelle le structure. Le structure est une version simplifiée du Pascal, inventé en 1971. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Les barres DIN sur lesquelles on met les automates programmables et les relais aujourd'hui dans les usines, ça a été inventé par Siemens en 1926. Là encore, donc vous voyez, on a tous ces boulets dans les usines qui nous empêchent d'aller vite. Donc c'est pour ça qu'on a inventé Vitesse avec le no-code qui, si ce n'est pas une révolution, accélère de façon dramatique l'évolution qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir des langages de programmation capables de soutenir, d'être fondamentaux pour la complexité qu'on est en train de mettre dans les usines. On le voit très bien dans le nord de la France, avec les gigafactories qui ont reçu des centaines de millions d'euros de financement, les sociétés avant-gardistes qui ont pour objectif de faire des protéines animales à partir d'insectes. Donc tout ça, de l'innovation, de très bonnes idées. Toutes ces usines luttent pour se mettre en route. Ils ont tous un an de retard. Ça produit à 20% de ce que ça devrait produire. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent toujours ces primitives. Ils ne sont pas encore au no-code. Donc, nous, on arrive avec vitesse et puis on commence à parler avec ces gens-là et qui voient une petite lumière au bout du tunnel. On voit qu'on va mettre vitesse par-dessus ces plateformes et le no-code va permettre d'aller multiplier par 10, par 100 le nombre de personnes qu'on va pouvoir déployer sur ces process plutôt que l'armée d'intégrateurs, d'automaticiens qu'on paye une fortune qui ne sont jamais disponibles. Donc, ça va être une révolution. Merci beaucoup, Luc Leroy, pour à la fois le partage de cette expérience et de votre analyse sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on souhaite évidemment bon vent et bon développement commercial à Full Speed Automation, votre startup. Merci Patrice et merci et bonne journée à tous. À Bonne journée à bientôt. tous.